J'ai 80 ans. Mon meilleur ami, Walter, est mort mardi dernier. Pendant 57 ans, il a été le plus proche que j'ai eu d'un frère. Les funérailles étaient petites. Seulement sa fille, quelques voisins et moi. Je me suis assis dans cette chapelle silencieuse et j'ai réalisé que j'étais maintenant le seul gardien de tous les souvenirs que nous avons partagés. Toutes ces blagues privées, les discussions stupides, les voyages que nous avons faits, le son de son rire. Tout est ici maintenant, et quand je partirai, cela partira. C'est un poids étrange à porter, et cela m'a fait penser à toutes les choses que j'aurais aimé comprendre quand j'avais ton âge. Pas quand j'avais 80 ans, mais quand j'avais 20, ou 35, ou 50. Alors je vais te parler, pas comme un expert, comme un homme dont le temps est compté. Walter et moi nous sommes rencontrés au début de la vingtaine. Nous avons tous les deux trouvé un emploi dans la même imprimerie. Il était à la machine de composition typographique, moi à la ligne de reliure. C'était bruyant, et à la fin de la journée, tu avais toujours les mains tachées d'encre. Parfois, nous allions prendre une bière après le travail. Juste une, parce qu'aucun de nous n'avait beaucoup d'argent. Nous parlions du contremaître, ou du baseball, ou des filles que nous espérions inviter à sortir. C'était simple. L'amitié se sentait automatique, comme si c'était une partie du paysage de ma vie. Je n'ai jamais pensé à en être reconnaissant. Elle était simplement là, comme le bus que je prenais pour aller travailler. Tu ne remercies pas pour le bus, tu attends juste qu'il arrive. Je me suis marié à 26 ans. Walter était mon témoin de mariage. Il a laissé tomber l'alliance. Ses mains tremblaient tellement. Nous avons ri de cela pendant des années. Puis, les enfants sont arrivés. Un garçon, puis une fille. J'ai obtenu une promotion en tant que superviseur d'usine. Plus de responsabilités, plus d'heures. Walter s'est marié quelques années plus tard, avec une femme charmante nommée Carole. Nous nous voyons encore, mais cela devenait quelque chose qu'il fallait programmer. Un barbecue tous les 2 mois. Un appel téléphonique qui commençait par « Mon Dieu, est-ce que ça fait vraiment depuis juin qu'on n'a pas parlé ?» Je me souviens d'un samedi, ça devait être en 1978. J'avais presque 40 ans. Walter a appelé. Il avait réussi à obtenir des billets pour un match de baseball cet après-midi-là. Une impulsion du moment. « Allons-y », a-t-il dit. « C'est une belle journée. Nous allons manger un hot dog. Nous allons crier contre l'arbitre. » Et moi, j'étais en train de peindre le porche. Juste au milieu de la tâche. Les pinceaux. Ils étaient dehors, la boîte de peinture ouverte. Je lui ai dit que je ne pouvais pas. Le temps est parfait pour ça, lui ai-je dit. Si je ne le fais pas aujourd'hui, qui sait quand je pourrai le faire? Il a dit, d'accord, une autre fois. Et il n'y avait aucune nuance dans sa voix. Il a compris. J'étais responsable. Un homme peint son porche. C'est ce qu'on fait. Je ne savais pas que je prenais une décision. Je croyais que je terminais juste une tâche. Je pensais qu'il y aurait des centaines de samedis de plus. Le match s'est joué sans moi. Le Porsche était bien quand j'ai terminé. Mais cet après-midi-là est parti. Je ne peux pas te dire qui a gagné le match. Je ne peux pas te dire de quoi nous aurions parlé dans les gradins. Je me souviens juste de la couleur de la peinture. C'était une sorte de vert grisâtre. C'est comme ça que ça se passe. C'est le coup lent. Ce n'est pas un grand rejet dramatique. Ce sont 100 petites décisions raisonnables. C'est travailler tard pour finir le rapport parce que tu veux subvenir. C'est être trop fatigué le dimanche pour rendre une appel, c'est-à-dire l'année prochaine pour le voyage de pêche. Tu crois que tu es en train de construire une vie, et tu l'es. Mais tu ne vois pas l'autre vie, celle faite de souvenirs qui n'ont jamais été réalisés, qui silencieusement ne se construit pas à ses côtés. Walter et moi restons amis. Bien sûr, nous dînions ensemble chaque Noël. Nous nous envoyions des cartes. Quand ma femme, Eleanor, est tombée malade, il a conduit à travers la ville sous la pluie pour s'asseoir avec moi dans la salle d'attente de l'hôpital. Il n'a pas dit grand-chose. Il s'est juste assis là. C'est quand tu as besoin des gens, dans les urgences. Et j'étais reconnaissant. Mais le tissu ordinaire de l'amitié, la texture quotidienne ou hebdomadaire, s'était usé au fil des décennies. Il avait été remplacé par l'histoire. Nous étions connectés par qui nous avions été, plus que par qui nous étions à ce moment-là. Et cela semblait suffisant.
Cela semblait la façon naturelle des choses. Tu es occupé. Tu as une famille. Tu as des responsabilités. Le point de basculement n'a pas non plus été dramatique. C'était un appel téléphonique il y a environ 3 ans. C'était Carole. Walter était tombé. En sortant de la douche. Il allait bien, mais il s'était assez mal contusionné la hanche. Il devient un peu fragile, a-t-elle dit. Et j'ai pensé, Walter, fragile, l'homme qui pouvait soulever une palette de papier comme si de rien n'était. Je suis allé le voir. Il était dans son fauteuil, avec une couverture sur les jambes. Il semblait plus petit. Non seulement plus maigre, mais condensé. Nous avons parlé de nos genoux, surtout, et du service de livraison de la pharmacie. Nous avions épuisé les sujets de conversation pour 4 heures de l'après-midi. Je l'ai aidé à aller aux toilettes, ma main sous son coude, sentant l'os aiguisé de son bras. C'était quelque chose d'intime et de terrible. Nous avions partagé des bières, des secrets, des triomphes. Et maintenant, je l'aidais à aller aux toilettes. C'est alors que j'ai su dans mes entrailles que l'horloge ne marquait plus le temps. Elle donnait l'heure. Après cela, je me suis plus investi. J'appelais tous les dimanches. J'allais le voir les mercredis après-midi. Nous regardions de vieux films. Nous ne parlions pas toujours, mais nous étions là. C'était agréable. Il me tapotait dans le dos pour être un bon ami. Mais voici la vérité, celle qui se pose dans mon estomac comme une pierre. Ce n'était plus la même chose. Nous ne pouvions pas redevenir qui nous étions. Nous ne pouvions pas reconstruire le langage partagé de 2 hommes à mi-vie, avec le monde devant nous. Cela avait disparu. Tout ce que nous avions, c'était le rivage. Après que la marée se soit retirée. Nous pouvions regarder les coquillages, nous souvenir de l'eau, mais la mer elle-même était distante. Et puis, la semaine dernière, l'appel. C'était calme, dans son sommeil. J'ai ressenti une sorte de vide apaisant. Ceux où vous continuez à attendre que le sentiment vous frappe, et il ne le fait pas de la manière que vous attendez. Ce qui ne peut pas être réparé, c'est le temps, les décennies intermédiaires, les mardis, ordinaires que nous aurions pu passer en prenant un café, les matchs de baseball, les promenades en voiture sans destination. J'étais tellement préoccupé à construire quelque chose, une carrière, un foyer stable, une réputation, que je n'ai pas remarqué que les fondations de ma vie, les personnes qui lui donnaient un sens, s'érodaient silencieusement. Je pensais que le succès était un monument que tu construisais seul. Ce n'est pas le cas. C'est une chaleur que tu ressens dans une pièce quand entre quelqu'un qui te connaît parfaitement. Et maintenant, cette pièce est vide. Alors, si tu écoutes ceci, et que tu es plus jeune, voici ce que j'aurais aimé savoir. Ne confonds pas urgence et importance. L'email auquel il faut répondre tout de suite n'est presque jamais aussi important que l'enfant qui te demande de regarder un dessin, ou l'ami qui laisse un message vocal juste pour entendre ta voix. Le monde produira une urgence sans fin. Il ne produira jamais d'importance pour toi. Tu dois la voir par toi-même. On te dira de faire des contacts, de construire des connexions. Ce n'est pas de cela dont je parle. Je parle de prendre soin, comme d'un jardin. Tu as quelques plantes qui sont ta responsabilité. Tu les arroses régulièrement. Tu leur donnes du soleil. Tu ne les négliges pas pendant des saisons entières et ensuite tu espères qu'elles soient en fleurs quand tu te souviens enfin. L'amitié, l'amour, la famille, ce n'est pas une transaction. C'est une pratique. Une pratique quotidienne, hebdomadaire, humble, d'être présent. Le regret ne vient pas des choses que tu as mal faites. Pour celles-là, tu peux t'excuser. Tu peux les réparer. Le regret le plus aigu vient des choses que tu n'as pas faites. L'invitation que tu as refusée. La visite que tu as reportée. Le « je t'aime » que tu pensais implicite. Donc tu ne l'as pas dit. Ce sont des dettes que tu ne pourras jamais rembourser. Et tu penseras « j'ai le temps ». C'est la pensée la plus dangereuse que tu auras jamais. Tu n'as pas le temps. Tu as ce moment. Et ensuite le suivant. Et un nombre fini après, de cela.
Ne garde pas ta tendresse pour une occasion spéciale. Aujourd'hui est l'occasion. Quand tu arriveras à mon âge, tu ne penseras pas aux contrats que tu as conclus, ou aux promotions que tu as obtenues, ou aux choses que tu as possédées. Tu penseras au visage, aux mains, aux voix, au son des pas de quelqu'un dans ton couloir. Tu penseras au temps que tu as gaspillé, pensant que tu l'économisais. J'aimais Walter, et il le savait. Cela me donne un petit réconfort. Mais je manque l'homme qu'il était il y a 30 ans, et je manque l'homme que j'étais avec lui. Et j'aimerais avoir su que l'amitié n'était pas un monument, permanent et immuable. C'était un être vivant. Et moi, trop souvent, j'étais ailleurs, arrosant d'autres plantes, moins importantes. Le temps qui me reste est maintenant bref. Je peux le sentir. Ce n'est pas une sensation terrifiante, c'est une sensation claire, comme la lumière de l'après-midi qui s'éteint. Ce qui me reste, c'est ceci, le souvenir d'un ami, l'amour pour mes enfants et petits-enfants et cet espoir tranquille que peut-être mes erreurs pourront être d'une certaine utilité. Ne vis pas de promesses de plus tard. Le plus tard est un voleur. Regarde autour de toi. Qui importe? Sois présent, maintenant. C'est tout ce que j'ai appris.